Bon, voilà, merci pour votre présence à notre séance en ligne. C'est un peu nouveau pour tout le monde. Et oui, il n'y a pas autre moyen pour se voir. Il n'y a que ça. Euh, je crois que les séances sont quand même intéressantes et j'espère que vous avez l'occasion de résoudre vos problèmes ou vos questions. Ça, on verra après, hein. Euh, et on a invité pour cette séance en ligne concernant la flexibilité dans la commission paritaire 132. On a invité Liantis, notre partenaire social, disons. Et je donne la parole à Dirk Durivé, que vous connaissez probablement parce qu'il a déjà fait un exposé pour nous. Voilà, Dirk, c'est à vous. Merci Johan et bonsoir tout le monde, chers téléspectateurs. On va en effet donc étudier ce soir la flexibilité, la grande flexibilité dans notre secteur. Et je suis pas venu tout seul parce que je suis encore accompagné, et j'ai l'honneur d'être accompagné par Véronique Hermans, collègue aussi conseiller PME Wallonie. Moi, je travaille plutôt sur Bruxelles et Brabant-Flamand. Et Véro travaille donc au Wallonie. Et donc, voilà, si jamais il y a des questions très spécifiques après notre séance, hein, vous pouvez toujours avoir contact avec Véronique. Voilà. Alors, si je peux, je vais partager mon écran avec vous. J'ai préparé le PowerPoint pour documenter un et autre. Et donc, disons que nous allons parler de la flexibilité. C'est en effet quelque chose qui vit dans beaucoup de secteurs, pas simplement chez vous, mais dans beaucoup de secteurs qui doivent donner une réponse à l'irrégularité du travail, hein, du fait que nous ne pouvons pas toujours faire le travail dans le cadre de 38 heures par semaine, qu'il y a beaucoup de temps pendant l'année, qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup plus de travail, et que nous devons être, le mot dit lui-même, flexibles, hein, et aussi nos travailleurs sont aussi flexibles. Et qui n'est pas flexible, c'est l'inspecteur social, hein. Donc, nous devons trouver une solution pour, en effet, avoir plus ou moins un accord entre nous, le personnel et notre inspecteur de social qui peut nous contrôler sur cet issue. Voilà, je vais partager mon écran et je vais vous présenter le PowerPoint. Donc, les heures supplémentaires et flexibilité, hein. En effet, les heures supplémentaires, tout d'abord, hein, nous le trouvons dans la législation sociale, hein, l'article 26, mais ceci est en effet pour donner réponse à un travail extraordinaire, un danger, un remplacement d'un travailleur ou un collègue, mais ça ne donne pas la réponse que nous avons besoin dans notre secteur pour, en effet donc travailler flexible. Et c'est pour ça qu'il y a en la longueur la flexibilité. Tout d'abord, nous allons parler des heures supplémentaires dans le régime général, je vais dire intersectoriel. Et là, forcément, nous avons une définition qui nous dit, voilà, par jour, il y a une limite de travailler 8 heures et par semaine, 38 heures. Et ceci vient en effet de notre Conseil national de travail. Et nous avions une époque que c'était encore 39, disons avant, je veux dire, fin des années 90 peut-être, et ça a changé à 38, hein. Mais ça, c'est en effet intersectoriel, sans rien plus, hein. Donc, on doit en effet dériver de ça pour arriver à la réalité dans laquelle nous pouvons laisser travailler notre personnel.
En effet, à la longueur aussi de 8 heures par jour, nous parlons aussi qu'il y a encore une neuvième heure, pardon, par jour qu'on peut laisser travailler sans qu'il y ait question d'un sursalaire. Et donc ça, c'est quelque chose de bizarre, mais en effet, on peut dépasser le 8 avec 1 heure. Ce neuvième heure peut, à la base, par semaine, évidemment, dépasser aussi, par définition, les 38 heures. Alors, mais quand nous restons dans les 38 heures et nous avons que travailler jusqu'à 9 heures par jour, il n'y a pas encore un sursalaire. Euh, Disons, par jour, nous devons toujours rendre compte avec l'intervalle de minuit à minuit. Alors, quand il y a plus de 40 heures par semaine, hein, il y a question des heures supplémentaires. Et plus de 9 heures, plus de 40 heures, et il y a question des heures supplémentaires et forcément aussi un sursalaire. Nous allons voir combien. On peut être confronté avec une commission paritaire qui prévoit une limite inférieure aux 40, qui dit par exemple, chez nous, c'est aussi les 38 heures. Une fois que vous dépassez les 38, à partir du 39e heure par semaine, il y a forcément question des heures supplémentaires. Donc, il faut toujours faire attention. Enfin, nous devons faire attention pour voir c'est quelle commission paritaire et qu'est-ce qu'il est convenu dans le secteur et au niveau des heures supplémentaires. Donc, 8 heures par jour, 38 heures par semaine, on peut dépasser par jour avec 1 heure, on peut éventuellement dépasser par semaine avec 2 heures pour rester encore dans le régime qu'on laisse travailler sans sur-salaire. Comme ce n'est pas donc considéré comme des heures supplémentaires. Et parlant des sursalaires, il y a question de 50% pour toutes les prestations qui sont en plus pendant la semaine, de lundi à samedi, ou 100% sur salaire quand c'est presté au dimanche ou pendant un jour férié. Le paiement du sursalaire doivent être faits au mois qu'on a presté les heures supplémentaires. Ça veut dire quoi? En février, il y a des travailleurs qui ont presté des heures supplémentaires. En février, au moins, on doit recevoir les parties sur salaire, les 50% ou les 100%. Qu'est-ce qu'il reste encore? 100% à la base. Et ça doit être compensé, ça se trouve à droite, compensé avec un droit au repos compensatoire. Il n'y a pas une limite forcément pour le donner pendant un certain temps, mais on doit avoir donc toujours pour toutes les heures supplémentaires au même niveau, pour les mêmes nombres d'heures, une récupération. Et là, quand on récupère 16 heures, on doit recevoir le paiement normal, le paiement du salaire de base à 100%. Ça, c'est la législation. On va dériver tout à l'heure et dans notre secteur, le 132, 144 et le 145 comme commission paritaire. Il y a un troisième principal encore qui dit qu'il y a une limite interne. Quand quelqu'un a travaillé en plus, donc a dépassé les 38 heures pour un certain temps, qu'il a dans son sac à dos déjà un nombre d'heures, il faut faire attention avec la limite de 143. Ça veut dire quoi? Cette semaine, le travailleur a presté 8 heures en plus. La semaine après, 10 heures en plus, etc. Ça se cumule. Une fois qu'on approche les 143 heures complémentaires, supplémentaires, on doit tout d'abord commencer à les récupérer pour donner espace de nouveau pour prester des heures supplémentaires. Entre nous, chers téléspectateurs, ça ne sert à rien pour nous. Ce n'est pas du tout une solution dans notre secteur. Mais
Allez, c'est tout d'abord pour donner comme exemple la base de notre législation pour après dire, écoutez, dans notre secteur, il y a ça et ça et ça qui, à la longueur de cette législation plutôt technique, plutôt hein, générale, que nous trouvons en effet dans notre secteur commission paritaire des solutions qui sont plus intéressantes, plus favorables pour utiliser. Alors, et ça vient, donc, ça m'arrive donc au niveau de la flexibilité donc propre à votre secteur et pour parler en effet du 132 travaux techniques agricoles horticoles et le 144 l'agriculture. Alors, tout d'abord, à la longueur donc de la législation générale, nous avons la nécessité d'allonger le temps de travail dans notre secteur d'une manière organisée, que ça convient avec, je vais dire, la contrôle, inspection sociale après, et aussi, deuxièmement, qui est peut-être plus important pour nous, c'est la façon aussi à éviter le paiement de ces sursalaires de 50 et de 100%. Je l'ai dit aux collègues néerlandophones hier soir aussi chez vous. On était un peu plus nombreux, mais je l'ai dit aussi, allez, vous allez jamais avoir l'occasion de facturer les sursalaires à vos clients. Aucune facture peut mentionner, et oui, mais ça, c'est en effet, ça s'est achevé pendant les heures supplémentaires. Donc, ça vous coûtera le double. Non, il n'y a pas moyen. Donc, en effet, nous devons toujours avoir une solution pour éviter le paiement de ce sursalaire. 4 principes nous restent alors. Avant que nous y allons au secteur, la limite maximale journalière et hebdomadaire, nous devons les respecter. Les limites maximales en respectant la durée de travail moyenne. Ça veut dire quoi? Que pendant une époque, il y a beaucoup plus de travail, donc nous le laissons travailler beaucoup plus. Quand il y a une époque pendant l'année qu'il y a beaucoup moins de travail, on laisse récupérer. Et en effet, je vais déjà dire en bref mot, il y a l'annualisation. Ça veut dire quoi? Pendant 12 mois, nous avons le temps pour y arriver à la durée de travail moyenne. Bon, facilement dit, 52 semaines par année, 38 heures par semaine, on va multiplier l'un avec l'autre et nous arrivons à un compteur de 1976 heures que nous devons respecter. Ça veut dire, allez, ce chiffre, le 1976 heures, ça c'est l'équivalent donc de respecter la durée de travail moyenne. Troisièmement, il y a l'obligation aussi de mentionner les horaires dans le cadre de cette flexibilité dans le règlement de travail. Le respect des horaires prévus dans le règlement de travail, c'est une autre chose. C'est donc tout d'abord, nous devons prévoir ces horaires et nous devons aussi, au même niveau, les appliquer. Donc là, ce sera bien, je vais dire, intense pour mettre tout dans des grilles, des horaires, mais en effet, pour prévoir tous les moments que les travailleurs peuvent être en train de travailler, en effet, doit figurer dans le règlement travail. Souvent, dans quelques secteurs, il y a question de mettre ou de faire aussi des CCT, des conventions de contrat de travail, non, excusez-moi, des conventions collectives de travail, mais nous avons la chance ici chez nous que ces CCT sont déjà faits dans notre secteur. Donc, c'est déjà pré-étudié dans notre secteur. La seule chose que nous devons faire encore, c'est de le mettre dans le règlement de travail. De mettre dans le règlement de travail, quel système nous allons appliquer, quelle période de référence nous allons appliquer aussi, parce que je vous parle donc de 12 mois, mais je ne vous ai pas dit de jour à jour. Donc, ça peut dériver, ça peut être
spécifique pour vous et pour un autre, ça peut être une autre période. 12 mois, on dit. Mais on ne parle pas, par exemple, d'une année calendrier, non. Dernière chose, quatrième chose, c'est le respect de la limite interne de 143 heures. Je vous ai dit. Hein. Donc, jamais un travailleur peut avoir beaucoup plus ou des heures supplémentaires prestées, plus de 143 heures. Alors, dans la commission paritaire 132, donc je vous répète, les travaux techniques agricoles horticoles, là, c'est prévu dans la CCT qu'on peut donc travailler par jour maximum 12 heures. Et, à la limite, par semaine, 84 heures. C'est fort parce que ça veut dire, en réalité, qu'on peut donc travailler pendant les époques où il y a beaucoup de travail, 7 jours sur 7. Dans les commissions paritaires 144 et 145, là, il y a par jour 1 heure moins, donc 11 heures par jour et 50 heures par semaine maximum. Donc, à chaque commission paritaire, on peut donc définir pour soi-même comment on voit donc la grande flexibilité. Ce sont les limites maximales que nous envisageons ici. Alors, je vous ai parlé donc d'avoir le temps de travail, les 38 heures moyennes, et je vous ai dit aussi qu'on a le temps pour niveler pendant 12 mois. Et en effet, ça retourne dans toutes les commissions que nous voyons ce soir, et dans le 132, dans le 144, mais aussi dans le 145, qui, d'un côté, est pour les floricultures et pépinières, et d'autre côté, des fruits et des légumes, champignons, chicots. À chaque fois, on parle 12 mois à la limite pour niveler le temps de travail moyen. Et dans la commission 145, on est plus spécifique, on dit voilà, la période doit toujours être la période de référence, de 1er octobre à 30 septembre pour floriculture et pépinière, et de 1er avril jusqu'à 31 mars pour fruits et légumes, champignons, chicots. Qui est plutôt plus spécifique pour nous, c'est ce qui se trouve en haut. Donc, dans le 544, on dit voilà, 12 mois maximum, sans dire pendant quelle période c'est la période de référence. On dit quand même que jamais on peut dépasser moyenne le maximum par semaine de 44 heures par trimestre. Donc ça, c'est un autre paramètre que nous devons respecter et que nous faisons donc chez nous, chez l'IANTI sectoriel social. Nous le contrôlons avec nos clients. D'autre côté, je suppose la plupart d'entre vous, le 132, là, uniquement, on parle qu'on doit donc niveler la durée du temps de travail moyenne pendant 12 mois. Basta. Pas plus. Donc, chacun d'entre vous peut donc définir la période de référence des 12 mois. Ça commence quand et ça se termine quand. Donc, je répète, les heures ne peuvent jamais être plus, les heures supplémentaires ne peuvent jamais dépasser les 143 heures parce que là, forcément, on doit toujours, premièrement, récupérer ces heures pour de nouveau pouvoir donc faire ou laisser travailler des heures supplémentaires. Ouais. Hier, il y avait aussi une question, s'il y avait aussi un mélange, possibilité de mélanger avec des autres heures supplémentaires. Et il y a un système de 120 heures par an qu'un travailleur de volonté peut prester en plus. De volonté, ça semble comme volontariat, c'est-à-dire c'est payé quand même avec un sursalaire, mais c'est un système que pendant une époque de 6 mois, un travailleur peut dire chez vous, voilà, je suis candidat pour faire des heures supplémentaires. Et ces heures ne se mettent pas sur le compteur
des heures supplémentaires parce que on les paye déjà directement en prestant à 150% ou 200%, hein, ou bien c'est pendant un jour de la semaine, ou bien un samedi, dimanche ou un jour férié. Et ça se nivelle directement. Mais évidemment, on a des avantages là, avec ces heures volontaires. Le désavantage, c'est qu'il faut donc payer un sursalaire. Euh, donc, ça peut être une solution, mais pas trop, hein, parce que ces sursalaires, en effet, hypothèquent, hein, je veux dire, le système de vraiment laisser prester et d'avoir donc récupéré, hein, les prestations par le client qui paye pour le travail qui est fait. Alors, le règlement de travail doit être modifié, je vous ai dit déjà. Donc, il faut mettre dans le règlement de travail tous les horaires possibles, toutes les combinaisons. L'indication, donc, de l'utilisation de régime de flexibilité, c'est un quaterne, je veux dire, un texte qui se trouve dans le règlement de travail qui indique, voilà, chez nous, il y a question de la grande flexibilité. Et dans ce cadre, donc, il faut mettre, voilà, dans la flexibilité que nous utilisons, nous, en effet, nous prenons les conditions qui sont prévues dans la CCT de notre commission paritaire. La période de référence chez nous, c'est automne. Et les horaires dérivants, hein, sont celles. Hein, voilà. Et donc, en effet, le règlement de travail constitué, il faut aussi utiliser la même procédure comme vous avez fait dans le temps d'introduire le règlement de travail. Ça veut dire quoi? Nous faisons le règlement de travail comme secrétaire social. Vous le laissez ouvert pendant 15 jours pour le personnel, qu'ils peuvent donc lire le contenu, éventuellement donc faire des remarques. Hein? Et après ces 15 jours calendrier, vous allez donc envoyer, ou bien le secrétaire social, le document, le règlement de travail à l'inspection sociale. De retour, vous allez recevoir une confirmation de l'inspection sociale avec un code unique qui vous donne la preuve qu'ils ont bien reçu le règlement de travail. Pas qu'ils ont lu le règlement de travail. Ils ont reçu le règlement de travail. Et donc, en effet, c'est le même processus alors comme constituer le règlement de travail, mais ici, donc, en ce cas, avec la flexibilité, c'est plutôt modifier le règlement de travail. Et après ces 15 jours d'ouverture, je vais dire, hein, il faut aussi donc distribuer ce texte de flexibilité aux travailleurs. Et c'est bien intéressant de les laisser aussi signer pour réception que vous avez en effet la preuve que vous avez tout d'abord fait nécessaire et deuxièmement donc bien distribué l'annexe sur le règlement de travail aux travailleurs. Voilà. Alors, si toutes ces conditions de flexibilité sont remplies, il n'y a pas donc question de sursalaire. Et ça, c'est en effet le but, ça c'est en effet ce que nous voulons, hein, dans notre secteur, que nous avons une flexibilité de laisser travailler quand il faut. Hein. Aussi, le travailleur est connu avec le secteur et donc il ne va pas être la partie qui fasse plaindre par définition, mais on veut être en ordre vers l'inspection sociale. Et évidemment aussi, ensemble avec l'exonération de payer des sursalaires. Qu'est-ce qu'il y a donc avec le salaire dans la flexibilité? C'est qu'au moment qu'ils travaillent en plus, qu'ils ne sont pas rémunérés pour les heures supplémentaires. Donc en effet, un travailleur qui a un horaire à la base de 38 heures, il a travaillé pendant une semaine et 50 heures, ben, il va être payé que les 38 heures. Et on fait donc un
un pot avec les heures supplémentaires, flexibles, pardon, hein. Et autant, au moment qu'il va récupérer ces heures flexibles, c'est là qu'il va être payé ces heures supplémentaires. Ok? Disons, semaine 1, semaine 2. Dans semaine 1, il a encore presté 50 heures. La semaine après, il a presté peut-être 38 heures, mais la semaine après, il preste que 24 heures. Bah, pour la semaine qu'il a presté 50 heures, il va être rémunéré 38 heures et nous mettons sur le compteur 12 heures flexibilité prestée non rémunérée. Et ça se trouvera aussi sur la fiche de paye. Sur la fiche de paye dans l'explication brut net, mais aussi dans le compteur en bas. La semaine après, il travaille le 38 heures comme général. Il sera payé les 38 heures. La semaine après, il travaille que 24 heures. Là, on va remplir jusqu'à 38 heures. Donc, on va lui laisser récupérer 38 minus 24, 14 heures de flexibilité. Et cette récupération de flexibilité pour ces 14 heures seront rémunérées avec son salaire par heure de base. Et donc, c'est pour ça que je vous ai écrit, dans le cas de flexibilité, l'ouvrier recevra toujours le salaire sur la base de la durée de travail moyenne. 38, 38, 38, 38. Hein? Autant savoir qu'il a peut-être une fois travaillé beaucoup plus, beaucoup moins, il va toujours être rémunéré la moyenne, en base de 38 heures. L'information au travailleur à propos des prestations et le paiement reporté, bien évidemment, doit être transparent pour le travailleur et qu'il soit au courant que, en effet, ça figure sur la fiche de paye avec des heures de flexibilité, mais qu'il n'y en a pas contre ça une rémunération, mais que, allez, au moment de récupération, je viens de dire, hein, qu'il va donc être payé. Et ça doit être transparent pour le travailleur. Si toutes les conditions de flexibilité ne sont pas respectées, alors, en cas de dépassement d'11 heures par jour ou de 12 ou de 50 heures par semaine, ou en cas qu'il n'y a donc pas la flexibilité et qu'on dépasse donc les 40 heures par semaine ou les 9 heures par jour, oui, je pense que j'étais pour quelques secondes hors. Est-ce que je suis de retour? Est-ce que quelqu'un peut me Oui, confirmer? on te Ok, voit, merci. Dirk. Oui, oui. Merci, merci. Je ne sais pas, c'était Une coupure Internet. un blackout, hein? J'espère que vous n'avez pas manqué beaucoup, mais alors là, j'étais ici, j'étais arrivé sur cet écran qui indique que quand on n'a pas donc respecté la flexibilité, on laisse quand même travailler plus de 11 heures par jour, 12 heures par jour, 50 heures par semaine, ou bien simplement plus de 40 heures par semaine, ben on devra donc payer le sursalaire et donc qui n'est vraiment pas le but. Oui. Et aussi, ça je dois encore dire, que en effet, en base annuelle, je vais dire 12 mois, quand vous dépassez les 1976 heures en totalité, aussi là, il y a question d'un sursalaire. Donc, la chose intéressante, c'est que de choisir donc la période de référence toujours dans une époque où il y aura donc très vite déjà des heures supplémentaires, justement pour pas commencer une période de référence avec une horaire qui est peut-être que 24 heures par semaine. Parce que là, vous risquez, quand quelqu'un vous quitte après 4 ou 5 semaines, que vous deviez donc quand même payer les 38 heures par semaine, mais que le travailleur
va simplement travailler 24 heures par semaine. Donc, notre avis, c'est de commencer la période de référence avec plutôt une période bien chargée. Bien chargée, autant savoir que de paiement, vous payez que les 38 heures par semaine, moyenne, et que ça court la période de référence jusqu'au moment que vous avez la liberté vraiment de laisser récupérer, de laisser travailler moins pendant quelques semaines, ainsi qu'on peut niveler pendant ces 12 mois à un niveau de 1976 heures. Qu'est-ce qu'il se trouve dans ces 1976 heures? Toutes les heures de travail, tous les jours fériés et aussi tous les jours de vacances. Allez, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de maladies dans votre secteur et donc je n'ai pas mentionné, mais déjà au moins, nous avons sous le compteur de 1976 heures l'ensemble des prestations, jours fériés, vacances annuelles. Non? Alors, vous n'êtes pas seul pour comptabiliser et pour contrôler ceci. Chez nous, chez Liantis, nous avons les moyens d'avoir des listes, hein, je vais dire, après quelques mois de période de référence, de voir est-ce que nous sommes bien en route avec les heures. Et ça se trouve tout ensemble au réseau de MyLiantis. MyLiantis. Et ça, c'est notre portail où les clients peuvent encoder les prestations, etc., etc. Voilà, échapper maintenant avec la présentation, parce que je donne la parole maintenant à Véronique, qui va vous dire en bref mot comment MyLiantis est constitué. Véronique. Oui, bonsoir à tous. Donc, voilà, donc en fait, je vais vous expliquer en 2 mots en quoi consiste l'application MyLiantis. Donc, en fait, bien, Liantis met à disposition de ses clients un outil qui est en ligne. Et en fait, c'est un portail numérique unique et qui est très convivial, qui vous permet d'accéder rapidement à toutes les applications en ligne du groupe Liantis. Et donc, en fait, c'est votre espace personnel et cet espace vous permet une gestion efficace, adaptée à vos besoins, et il est vraiment accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, vous l'utilisez quand vous voulez et d'où vous voulez. Et alors, c'est ici que vous allez pouvoir encoder en fait vos collaborateurs, encoder les prestations, mais aussi consulter des informations qui sont précieuses, relatives à d'autres aspects liés à la gestion de vos travailleurs. Donc, par exemple, le bien-être au travail, la sécurité et la prévention. Et donc, en fait, c'est une plateforme qui est intégrée, évolutive et qui a été pensée en collaboration avec des clients. Donc, on se met régulièrement autour de la table ensemble et on adapte évidemment l'outil aux besoins de nos clients qui évoluent évidemment au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est vivante et qui évolue constamment pour vous offrir vraiment la meilleure façon de gérer tous les aspects liés à votre personnel. Donc, voilà. Merci Véronique, voilà, merci. Je te repasse la parole. Merci. Alors de là, j'arrive en effet à l'écran, le premier écran qui est un extrait de notre MyLiantis. J'espère que c'est bien visible pour vous maintenant. Nous nous trouvons dans un dossier DemoITIS, peu important. C'est simplement pour vous montrer les différents écrans et surtout aussi où vous pouvez donc encoder 16 heures supplémentaires, 16 heures flexibles. Et déjà, donc, ça donne une couleur aussi, salaire et vacances, ce sera là
qu'on va donc le encoder dans ce réseau. Et donc, le sous-tableau onglet et envoi des prestations. Voilà. Donc, je clique sur l'envoi des prestations. Maintenant, je le fais dans le PowerPoint, mais après, j'y vais avec vous dans le réseau vraiment, allez, dans les écrans qui bougent. Hein? Mais donc, voilà, nous sommes ici dans un aperçu des travailleurs et je clique maintenant sur le travailleur 24 hein, et je accède donc dans son calendrier du mois. Et donc là, vous voyez qu'il y a un compteur et un compteur que nous pouvons, où nous pouvons donc mettre les heures flexibles. Et c'est le même compteur que nous pouvons voir aussi sur la fiche de paye. Et ça, c'est bien intéressant que les heures flexibles, pas simplement sont encodées dans le logiciel, mais aussi qu'il y a une transparence vers les travailleurs. Disons que vous pouvez avoir une discussion avec un travailleur qui vous dit, mais tiens, je pensais que j'avais plus d'heures supplémentaires prestées. Et quand est-ce que ça arrive? Peut-être des employeurs qui ont un livre rouge dans leur bureau, un livre rouge, où on mentionne donc les heures en plus et les heures récupérées, etc., etc. Et si c'est mentionné dans un livre, mais pas sur la fiche de paye, après quelque temps, on peut avoir une discussion avec un travailleur qui dit, mais tiens, je pensais quand même que j'avais plus d'heures comme vous dites maintenant. Simplement pour éviter ces soucis et ces discussions, hein, ça vous permet donc de le mettre vraiment sur la fiche de paye. Et donc, ce compteur, nous faisons pour nos clients qui ont la flexibilité, un compteur pour les heures flexibles et un compteur pour les heures récupération des heures flexibles. Alors, ici, nous sommes dans le calendrier. Il y a 2 jours de congé, mais c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est de voir ici, par exemple, au 4, qu'il a travaillé donc 2 heures supplémentaires. Au 5, 1 heure supplémentaire. Au 6, 2 heures, et etc., etc. Et donc, en effet, ces 10 heures sur la fiche de paye vont être traduites par 8 heures prestations et 2 heures prestées en cadre de flexibilité. Les 8 heures des 10 seront rémunérées, payées, et les 2 heures prestées flexibilité ne seront pas payées, mais seront mis donc dans le compteur en bas de la fiche de paye. Et c'est comme ça que ça marche. Et donc, en effet, vous voyez ici que notre client a encodé au 4e jour, donc 10 heures. Et c'est notre système, c'est notre gestion qui va donc traduire ces 10 heures en 8 heures de prestation et 2 heures flexibles. Donc, en effet, les clients chez nous, nous ne demandons pas donc de dériver ou donc de détailler heures normaux et donc heures de flexibilité. Non, nous demandons simplement par jour de nous donner le nombre d'heures qu'en réalité la personne a travaillé. Et c'est, je répète, dans notre gestion qu'il y aura fait donc la distinction entre les heures normaux et les heures flexibles. Voilà ces compteurs. Dans la construction, je ne sais pas entre vous s'il y a donc la commission paritaire 124. Je suis en tout cas dans le groupe des néerlandophones. Il y avait une entreprise. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai profité de mettre aussi le calendrier de la construction là, parce que là, c'est toute une autre vue. Vous le voyez, ce n'est pas un calendrier comme nous venons de voir, parce que là, il y a question de mobilité aussi, mobilité des chauffeurs, des passagers et des chauffeurs avec des passagers au son, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous montrer tout d'abord la législation, les conditions sectorielles et donc quelques vues de notre MyLiantis. Et après ça, en effet, je vais visiter avec vous real on time à notre MyLiantis. Mais tout d'abord, peut-être déjà voir quelques questions que vous avez posées.
Alors, j'y vais maintenant donc à notre Mailiantis live, je vais dire. Hein. Et là, j'espère que je suis bien en train de le partager maintenant. Oui. Nous sommes donc dans un dossier démo IT de nouveau. Et c'est donc de là, comme Véro vient de le dire, hein, qu'il y a vraiment tout ensemble pour gérer votre dossier au niveau de gestion de collaborateurs, des salaires, bien-être au travail et la prévention et bien-être, enfin, et connaître toutes les conditions sectorielles et tout est prévu dans une bibliothèque. Mais vous voyez, tout ensemble. Et ça, c'est un luxe, hein? Une fois accédé et vous pouvez y travailler dedans toute la journée. Alors, peu important peut-être pour comment encoder un nouveau travailleur, mais plutôt plus intéressant de voir hein, en réalité maintenant comment donc encoder ces prestations supplémentaires, ces heures flexibles. Hein. Voilà. J'accède maintenant. Nous allons voir voilà, les perçus de tous les travailleurs et je prends quelqu'un, hein, par exemple Gérard Depardieu, il travaille aussi dans l'agriculture, et il va travailler des heures supplémentaires. Et c'est très simple, voilà. J'encode au premier qu'il a travaillé 12 heures, hein, et aussi donc le deuxième. Là, le mercredi, il a travaillé 11 heures, hein, ici 12 heures de nouveau, 10 heures le vendredi. Et vous voyez, c'est simplement avec le TAP hein, qu'on peut donc passer par un autre jour hein, et donc adapter le nombre d'heures de travail. Et ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Hein? Au lieu donc de le remplir peut-être dans un livre que personne ne peut voir dans sa vie, je réfère à l'inspecteur, ici c'est tout transparent. Et ici, il faut montrer simplement à l'inspecteur, voilà, je suis très ouvert avec les heures qu'on fait chez nous. Je les ai encore dans les calendriers pour le secteur social. Et en effet aussi, le travailleur a toujours transparence dans sa fiche de paye, hein, que toutes les heures qu'il a prestées sont vraiment aussi mises dans le calcul salarial. Allez, je vais achever tout le mois. Oui, ça c'est un peu plus. Hein. Voilà. Clatch. Hein, je viens de l'achever. Donc, je vais au suivant hein, et je vais corriger toutes les heures de tous les travailleurs. Je retourne à l'aperçu et voilà, j'envoie les prestations. Okay? Au même moment, ça arrive au gestionnaire, au conseiller clientèle qui va calculer les salaires et aussi prévoir donc que ces 12 heures pendant un jour-là hein, sont vraiment considérées comme 8 heures de travail et 4 heures flexibles. Que ces 8 heures seront payées dans sa fiche de paie de ce mois et ces 4 heures, non, mais si seront donc dans le compteur des heures flexibles. Si jamais, après quelque temps, il y a une période qu'il y a moins de travail, alors là, vous allez encoder Al Pacino, par exemple. Vous allez encoder donc dans sa fiche ou son calendrier, pardon, qui n'a pas travaillé 8 heures, mais que 6 heures, ou 5 heures, ou 7 heures. Et là, c'est là que nous allons remplir ces jours jusqu'à 8. On va dire, voilà, les 5 heures qu'il a prestées, d'accord? Mais c'était prévu pour travailler 8 heures, alors il a récupéré 3 heures ici de flexibilité. Et c'est nous, dans nos agences, nous allons donc remplir ces jours jusqu'à 8 heures. Et ce n'est que là qu'il sera donc payé sa flexibilité. Donc, pour les 3 heures ici au deuxième, il recevra donc pour 5 heures de travail son salaire et pour 3 heures de récupération de flexibilité, il recevra aussi son salaire. Donc, il aura donc 8 heures de salaire pour ce jour, autant savoir qu'il n'a que travaillé pour 5 heures. Voilà. Une fois que nous approchons le dernier mois de la période de référence, alors là, nous allons vous déjà
prévenir, voilà, c'est la liste ici avec les heures. Ça, c'est le compteur pour Monsieur X, Y, Z. Vous allez savoir, vous avez la liberté, donc, peut-être de changer un peu d'heure, de dire, voilà, vous restez à la maison, vous devez encore travailler un peu plus pour niveler. Mais en tout cas, nous allons niveler avec vous automatiquement. Donc, c'est l'ordinateur qui va automatiquement donc clôturer la période de 12 mois. Et le mois prochain, ben, nous allons démarrer de nouveau avec un compteur de flexibilité mis à 0. Donc, ça se fait tout automatisé. Oui. Donc, la seule chose, vous l'avez vu, hein, la seule chose, c'est simplement encoder par jour, les heures qu'on a prestées. Ce n'est que ça. Voilà.